discours en Côte d'Ivoire des travaux du 44e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet à l'issue duquel les dirigeants ouest-africains vont désigner les successeurs à l'actuel président de l'organisation, à savoir l'Ivoirien Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du président de la République, chef de l'État. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de ce Conseil. Les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Ouverture ce matin à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, du 44e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. C'est donc au cours de ce sommet auquel participe le président de la République, Issoufou Mahamadou, et qui se termine demain, samedi, que les dirigeants ouest-africains vont désigner le successeur de l'actuel président de l'organisation, à savoir le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le sommet sera également marqué par la présentation du mémorandum sur la situation politique et sécuritaire au Mali, ainsi que les derniers développements en Guinée-Bissau. Selon certaines sources, le président du Mali, Ibeka, devrait être interpellé sur le retrait de la médiation dans la crise malienne du président burkinabé mandaté par la CEDEAO. Rachida Altini. Plusieurs points seront au centre des discussions dans le rapport annuel 2013 du président de la Commission. À huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de la région se pencheront sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Concernant le Mali, ils auront droit à un rapport présenté par le médiateur Blaise Compaoré et du co-médiateur Goodluck Ebele Jonathan. Outre les discours du président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara, et du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, les chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres de la CEDEAO entendront aussi le discours du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et celui de la présidente de la Commission de l'Union africaine. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne devrait être l'un des principaux sujets abordés lors de ce 44e sommet. Mercredi dernier, le Conseil des ministres et la Commission de l'organisation ouest-africaine ont salué la récente conclusion d'un accord que la CEDEAO négociait avec l'Union européenne depuis une dizaine d'années. Ce partenariat est jugé très avantageux pour la sous-région. Il en sera donc encore question entre les 15 dirigeants de l'Afrique de l'Ouest qui se sont retrouvés au sommet de Yamoussoukro et début avril à Bruxelles lors du sommet Afrique-Union européenne. La cérémonie de clôture de ce 44e sommet ordinaire de la CEDEAO sera marquée par l'entrée en lice d'un nouveau président en exercice à la place du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, dont le mandat a été prolongé d'un an lors de la 42e réunion ordinaire tenue en fin février 2013 à Yamoussoukro. Il faut rappeler que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999. La CEDEAO compte aujourd'hui 15 États membres. Selon le FMI, en 2012, le PIB PPA global des États membres de la CEDEAO s'élève à 564,86 milliards de dollars US, soit environ 282 500 milliards de francs CFA, ce qui en fait de la CEDEAO la 25e puissance économique du monde. Merci Rachida Altine. Et puis je le disais, le Conseil des ministres s'est donc réuni hier après examen des points inscrits à l'ordre du jour. D'importantes décisions ont été prises au cours de ce conseil, présidé, vous le savez, par le président de la République, président du Conseil des ministres. Nous y reviendrons, le temps juste de signaler cette rencontre ce matin à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger entre les opérateurs économiques du Niger et une délégation de la communauté portuaire du Bénin. Il s'agit pour les deux parties d'échanger en vue de parvenir à des solutions appropriées aux problèmes liés à l'utilisation du corridor Bénin-Niger. Les images. Relancer de plus belle les échanges et la concertation entre les opérateurs économiques du Niger et la délégation de la communauté portuaire du Bénin en vue de parvenir à des solutions appropriées aux multiples problèmes liés à l'utilisation du corridor Bénin-Niger, tel est l'objectif principal assigné à la présente rencontre.
Une rencontre organisée sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et qui vise à asseoir des bases beaucoup plus solides pour l'utilisation par les opérateurs économiques nigériens du dit corridor. Depuis 2004, l'utilisation du port de Cotonou est sujette à d'énormes problèmes liés entravant la circulation de marchandises entre le Bénin et le Niger. En effet, ces conventions internationales ont fait l'objet de violations répétées par les autorités portuaires béninoises. Ainsi, des mesures importantes sont souvent prises sans concertation préalable, ce qui aurait pu minimiser leur incidence sur nos activités. Cette situation a obligé les opérateurs économiques nigériens à se redéployer progressivement sur les autres ports de la sous-région. Je peux même affirmer qu'une véritable crise de confiance s'était instaurée entre nous. Mais fort heureusement, les plus hautes autorités de nos deux pays, conscientes du fait que nous sommes et nous resterons des partenaires obligés et incontournables, se sont investis pour la juguler en essayant de trouver les solutions aux problèmes qui concernent les deux parties. Aussi pour le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, la solution aux problèmes liés à l'utilisation du corridor Bénin-Niger passe forcément par le respect strict par les deux parties des conventions et règlements actuellement en vigueur. Nous avons tous les instruments pour cela, comme je le disais précédemment. Ce sont les conventions internationales, communautaires et bilatérales et nous devons les respecter. Nous devons aussi faire valoir la concertation permanente entre nous. En vue de nous préparer à cela, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a créé un comité ad hoc composé de tous les acteurs impliqués dans les opérations de commerce, de transport et de transit des marchandises, chargé de mener des réflexions et d'assurer le suivi du corridor Bénin-Niger. Le directeur général du port autonome de Cotonou a beaucoup insisté pour sa part sur les liens historiques ayant toujours lié le Bénin et le Niger. Kassim Traoré, qui s'est dit par ailleurs optimiste quant à l'aboutissement des présents pourparlers. Quoi qu'il puisse arriver, cette histoire et cette géographie nous obligent, Monsieur le Président, à être ensemble. Comme disent les juristes, ad vitam aeternam, pour toujours, à jamais. C'est encore la même histoire entre les dents dans la bouche et la langue. La cohabitation est forcée, obligée. De temps en temps, il y a des engueulades et les dents mordent la langue. Mais elles restent toujours dedans, ensemble. Au nombre de points prévus par le mémorandum qui sera présenté à la délégation de la communauté portuaire du Bénin, figure en bonne place le remboursement des droits de douane indûment prélevés sur les marchandises en transit sur le Niger et des cautions prélevées sur des véhicules d'occasion et non encore restitués, mais aussi et surtout la redynamisation du comité paritaire conjoint de suivi mis en place par les compagnies consulaires du Bénin et du Niger pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures arrêtées. Et puis, comme annoncé, le Conseil des ministres s'est réuni hier et après examen de points inscrits à l'ordre du jour, d'importantes décisions ont été prises au cours de ce Conseil présidé par le président de la République, président du Conseil des ministres, Rachida Altini. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant régime général des contrats de partenariat public-privé en République du Niger. L'examen de ce projet de décret permettrait de corriger certaines insuffisances. Par exemple, la suppression de la durée d'exécution du contrat qui est de 2 ans, mais également une autre disposition qui fait de l'urgence et de la complexité des critères cumulatifs pour l'éligibilité de tout projet au régime des CPP. Il s'agit d'exiger maintenant que le projet soit ou urgent ou complexe pour être éligible. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 21 février 2014 à Vienne, en Autriche, entre la République du Niger et le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, relatif au financement additionnel du programme d'urgence pour l'appui à la sécurité alimentaire et au développement rural. Cet accord fait suite à l'accord de financement composé du prêt et du don signé le 7 février 2011 à Rome, en Italie, entre la République du Niger et le Fonds international de développement agricole FIDA, et l'accord de prêt signé le 23 février 2011 à Vienne, en Autriche, entre la République du Niger et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, tous relatifs au financement du même programme. Il a aussi été question de l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs.
des aéronefs en détresse signé le 3 décembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et la République islamique de Mauritanie. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret du 12 février 2014 déterminant les missions et l'organisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers et fixant les attributions des contrôleurs des marchés publics et des engagements financiers. Ce projet de décret est pris afin de permettre aux contrôleurs financiers actuellement en service d'exercer aussi les fonctions de contrôleur des marchés publics et des engagements financiers. Sur de ce journal, la salle des réunions du ministère du Commerce a servi de cadre ce matin à l'ouverture des assises de la première session du comité de pilotage du programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et à l'accroissement des échanges. Et c'est le ministre en charge du Commerce, M. Alma Oumarou, qui a présidé l'ouverture des 10 travaux. Al-Mokhtar Kaini. Contribuer à renforcer la capacité de production et la compétitivité globale de l'économie nigérienne et son insertion dans le commerce régional et mondial. C'est l'objectif global du programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et le développement des échanges, dont le comité de pilotage ouvre sa première session à travers ces assises. Objectif qui s'inscrit dans le cadre du 4e axe stratégique du PDS qui cherche à développer une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Pour atteindre ces objectifs, le programme utilise une approche large et variée avec 3 axes stratégiques. D'abord, le renforcement des structures publiques d'appui au secteur privé dans leur rôle de conception et de mise en œuvre des politiques. En deuxième lieu, le renforcement des capacités du secteur privé par l'assistance technique et la prestation de services. Enfin, le renforcement du capital humain nigérien par l'amélioration de la formation professionnelle et technique. Le ministre du Commerce, en ouvrant les travaux, n'a pas manqué de souligner les bénéficiaires de cet important programme d'un coût de 10 millions d'euros qui est pris en charge par le 10e FED. Le ministère du Commerce est celui en charge de l'industrie, le secteur privé ainsi que la société civile. La mise en œuvre de ce programme a permis au ministère du Commerce, au ministère de l'Industrie et à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger de se doter d'importants moyens allant des infrastructures aux matériels roulants, mobiliers et bureaux et équipements informatiques, de groupes électrogènes, sans oublier les activités en vue et qui portent sur les travaux de construction du centre de gestion agréé de Niamey, les bureaux de l'Agence nigérienne de promotion des exportations et la construction du siège de l'Agence de vérification de conformité aux normes. La poursuite du programme à travers la mise en œuvre de son défi, programme 2, permettra de relever efficacement les défis qui résulteront de la mise en application de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la région Afrique de l'Ouest et celle du tarif extérieur commun de la CEDEAO ainsi que l'élaboration de la politique commerciale. À Dosso, cérémonie de pose de première pierre pour la construction de plusieurs infrastructures scolaires pour un coût global de 3,5 milliards de nos francs. La dite construction est entièrement prise en charge par le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Par ce geste, verront le jour de 131 salles de classe qui seront par la suite équipées, 310 latrines scolaires, 82 magasins, 21 blocs administratifs, 2 bureaux d'inspection primaire et 7 mètres linéaires de murs de clôture, dont le lancement des travaux vient d'être fait pour un coût estimé à 3,5 milliards, entièrement financé par la coopération luxembourgeoise. Mais avant, un rétrospectif des actions menées dans le cadre de cette coopération, comme le dit ici Madame Ali Mariama El Hadji Ibrahim, ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation. Le terrain en particulier
la réalisation des projets de développement dans les secteurs du développement rural, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la formation, de l'artisanat. En particulier, mon département ministériel a bénéficié des projets NIJ 08, École et Santé 1, NIJ 011, École et Santé 2, NIJ 016, PRADEP, et à partir de 2012, du projet d'appui à la mise en œuvre du PDDE dans la région de Dosso, NIJ 019, qui s'inscrit dans la continuation des projets antérieurs et est financé pour un montant de 9 milliards 970 millions de francs CFA par la coopération luxembourgeoise pour une durée de 5 ans, de 2012 à 2016. Le gouverneur de la région de Dosso, à son tour, a remercié le Grand-Duché de Luxembourg pour cet appui combien estimable pour la région, car il vient ainsi donner un coup de pouce aux réalisations de plus de 1000 classes qu'envisage le gouvernement de la 7e République dans la région. Seydou Zataou Ali a fini par attirer l'attention de l'entrepreneur quant à la bonne conduite des travaux. Rappelons que l'orientation de cette coopération vers le secteur de l'éducation a été proposée par le gouvernement de la 7e République, comme le dit Mme Lynn Viogélé, premier secrétaire de l'ambassade des Grands-Duchés de Luxembourg pour le Burkina Faso et le Niger. Nous sommes conscients des défis et de l'étendue des besoins, notamment pour améliorer l'accès à l'éducation au Niger et plus précisément dans la région de Dosso. C'est pourquoi, au travers du programme NIJ 019, pour lequel la coopération luxembourgeoise apporte près de 10 milliards de francs CFA, ce sont 3,5 milliards de francs CFA qui sont réservés aux investissements en infrastructures scolaires. Même si les ouvrages sont de haute qualité, comme l'a d'ailleurs reconnu Monsieur le Gouverneur, leur pérennité dépend fortement de l'appropriation des communautés bénéficiaires. À ce propos, je salue l'initiative prise par Madame la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, qui a diligenté une mission terrain de ses services centraux auprès des communautés bénéficiaires afin de développer, à travers les CGDES, les comités de gestion décentralisés des établissements scolaires, une prise de conscience des clauses environnementales et sociales et de l'importance de la qualité des ouvrages scolaires en entreprenant une éducation environnementale sous tous ses aspects, à savoir eau, hygiène, assainissement et environnement. L'appui donc que pourrait apporter la population bénéficiaire serait dans le suivi et l'entretien. À Zender, Asso EPT a organisé un atelier dit de formation à l'intention des élus locaux. Le dit atelier porte sur le financement de l'éducation avec les ressources domestiques. Voyons le compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moussa Adamou Garba. Les élus locaux sur le financement de l'éducation à travers les ressources domestiques, c'est le thème autour duquel Asso EPT a entretenu les participants à cet atelier. En effet, la coalition des associations, syndicats et ONG Asso EPT est une structure de la société civile active en éducation pour tous. C'est le secrétaire général de la région de Zender qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous regroupe ici répond aux soucis exprimés en 2000 à Dakar lorsque 193 États du monde ont pris l'engagement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015, notamment son volet éducation pour tous. En effet, les États pauvres du monde, dont le nôtre, et leurs partenaires avaient pris conscience que le développement durable passe nécessairement par une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants du monde, sans aucune discrimination et une alphabétisation des adultes. S'il est vrai que nos États ont accompli des efforts dans la limite de leurs possibilités, il n'en demeure pas moins que les engagements auxquels les partenaires du Nord ont souscrit n'ont pas été toujours respectés. Vous conviendrez avec nous, 2015, c'est demain. Et pourtant,
les résultats escomptés en matière d'éducation sont loin d'être accomplis. Auparavant, le coordinateur de ASSO-EPT est longuement revenu sur l'objectif du présent atelier. Comme vous le savez, en 2000, les pays du monde entier ont dans leur grande majorité pris l'engagement d'atteindre d'ici 2015 les 6 objectifs de l'éducation pour tous en mettant en œuvre les 12 stratégies contenues dans le cadre d'action de Dakar. Alors que l'échéance 2015 se rapproche, notre pays fait partie des 30 pays les plus loin de ces objectifs. C'est pourquoi, depuis des années, ASSO-EPT n'a cessé de mener un plaidoyer tant au niveau international, africain et national pour interpeller les différents acteurs en vue d'actions concrètes à travers sa campagne 2015 et demain agir pour l'éducation. Avec cet appui de ASSO-EPT, les élus locaux seront suffisamment outillés sur le financement de l'éducation à travers les ressources domestiques. Autre aspect de ce journal, le collectif des sociétés de sécurité privées du Niger était en réunion ce matin au siège du SNAD. Une réunion sanctionnée par une déclaration de presse relative à l'appel d'offres restreint de la délégation de l'Union européenne au Niger. La teneur avec Asiak Akato, il est le président du collectif. Mouvement d'humeur ce matin au ministère des Sports. En effet, donc, les 5 ligues régionales de taekwondo sur le 8 que compte le pays étaient en sitting dans l'enceinte de leur ministère de tutelle. Objectif, faire part au ministre de la situation qui prévaut actuellement au sein de leur discipline sportive. Damana Abdoulaye. Le taekwondo nigérien est marginalisé au secours, monsieur le ministre. Le favoritisme du bureau national, les statuts et règlements bafoués ou encore nous exigeons une assemblée générale. Voilà quelques slogans qui se dessinaient sur les pancartes des taekwondoïnes des 5 ligues régionales sur les 8 que compte notre pays. À l'origine de ce mouvement d'humeur suivi d'un sit-in au ministère des Sports, selon le délégué des 5 ligues régionales, c'est l'annulation d'un stage d'arbitrage par la fédération, la mauvaise gestion financière et administrative de la dite fédération. Le plus focal, c'est l'annulation d'un stage d'arbitrage qui a été organisé en décembre 2013, en contradiction flagrante avec les dispositions réglementaires et statutaires de notre fédération. Nous dénonçons également la mauvaise gestion financière et matérielle de notre fédération. Nous dénonçons également la marginalisation flagrante des ligues. Les ligues n'ont jamais été à aucun moment donné associées à la gérance de la Fédération des jeunes taekwondo. Par rapport aux compétitions nationales et internationales, aucun bilan n'a jamais été fait par rapport à nos sorties à l'intérieur comme à l'extérieur. De façon statutaire et de façon tout à fait réglementaire, il est demandé à chaque fédération, à chaque année, d'organiser une AG. Aucun moment donné, la Fédération nigérienne taekwondo n'a organisé une AG. Ça fait 4 ans, nous sommes en fin de mandat, il n'y a jamais eu d'AG, donc il n'y a jamais eu de compte rendu. Personne ne sait comment les choses fonctionnent. Le favoritisme et le clanisme font école dans notre fédération, ce qui n'est pas du tout normal, ce n'est pas martial. Les 5 ligues régionales dénoncent aussi la torturation des textes qui, selon elles, favorisent le bureau de la fédération avant de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes au terme, n'est-ce pas, d'un mandat. Et le toilettage des textes qui a été proposé fait en sorte que rien que la fédération, elle compte 13 voix. Compte 8 voix pour les ligues. Remarquez, la fédération en elle-même, cela signifie que même si on va pour un vote, c'est les mêmes qui vont devenir. Puisqu'ils ont 13 voix contre 8 ligues, chaque ligue a une voix. Alors qu'eux, ils ont 13 voix. Ce n'est pas réglementaire et ce n'est pas statutaire, ce n'est pas normal. C'est pourquoi c'est un cri de cœur que nous lançons pour la grandeur et le rayonnement du taekwondo. Que le ministère prenne en charge la gérance de cette activité-là. Cet état de fait doit interpeller le ministre des Sports, garant de la bonne marche des fédérations de sport, à engager une médiation entre la Fédération nigérienne de taekwondo et ses ligues régionales afin de trouver un compromis pour l'émergence de cette noble discipline qui a écrit et qui continue d'écrire le nom du Niger en lettres d'or dans le concert des nations qui gagnent.
Signature ce matin à Niamey d'une convention de vente à crédit entre la société anonyme de microfinance Asusu SA et la société Niger Imperial Motors en abrégé NIMO. Cette convention vise à faciliter aux clients de Asusu le paiement des différents produits de Niger Imperial Motors à travers un plan épargne auto. Seni Maikiro Jibril. Cette signature de convention de vente à crédit marque le début d'un partenariat de nouvelle ère entre la société de microfinance Asusu SA et la société Niger Imperial Motors NIMO. Elle vise à faciliter aux clients du Asusu SA de payer à crédit les produits de la société NIMO à travers un plan épargne auto. Elle constitue non seulement une relation commerciale, mais également une opportunité appréciable pour la jeunesse de notre pays en vue de la réalisation des objectifs de développement, chose qui cadre parfaitement avec les orientations de notre institution Asusu SA. La signature de la convention a cette particularité qu'elle offre aux potentiels souscripteurs des facilités de paiement à travers un plan épargne auto, plan dont le contenu sera minutieusement vulgarisé auprès des clients intéressés. À travers cette convention, la société Niger Imperial offre ainsi plusieurs avantages aux clients de Asusu. Niger Imperial Motors distribue les produits automobiles, les engins roulants et équipements générateurs d'énergie. Plus spécifiquement, l'automobile à travers la marque Hyundai, que nous représentons exclusivement au Niger, les groupes électrogènes à travers la marque Kipor, que nous représentons également, et puis les motos à travers notre propre marque Nimo. À Niger Imperial Motors, nous optons pour un développement dynamique, accéléré et soutenu. Et c'est pour cela que nous nous donnons les moyens d'appliquer les méthodes modernes d'approche commerciale mises en œuvre dans les plus grands pays développés. Ces méthodes innovantes passent quasiment toutes par la fourniture de services de proximité à travers des partenariats entre les acteurs de la finance et les distributeurs. La procédure pour bénéficier de cette vente à crédit est toute simple. Les clients auront deux options. Une première option qui est le crédit direct, à travers lequel le client il manifeste son besoin et nous essayons dans la mesure du possible de lui donner ce crédit-là pour pouvoir acheter le bien qu'il souhaite. La deuxième option, c'est le plan épargne auto ou bien le plan épargne projet, à travers le client, à travers lequel le client va faire des épargnes périodiques et après au bout du plan, nous, si le client a pu économiser, a pu épargner le montant nécessaire pour acheter, que ce soit la moto ou bien le véhicule, alors c'est tant mieux. Sinon, nous pouvons l'accompagner par un crédit complémentaire encore. La remise d'une moto Nimo à un client de Asusu, dans le cadre de la convention de vente à crédit, a sanctionné la cérémonie. Fin hier à Niamey, au palais du 29 juillet de la conférence internationale des églises évangéliques. 3 jours durant, les fidèles venus de 8 régions ont commémoré et prié pour une paix durable au Niger. N'est-ce pas, Isidore Banaba? C'est dans la ferveur et tous réunis autour de leur pasteur et du bishop Mike Okonko que les fidèles chrétiens venus des églises évangéliques des 8 régions du Niger ont clôturé les travaux de la conférence internationale dénommée Communion internationale des alliances des ministres. Une rencontre d'échange qui a permis, selon bishop Kimso, de renforcer les capacités de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Je crois que cette conférence est venue renforcer davantage le travail de l'AMEN. L'AMEN, c'est l'Alliance des églises et missions évangéliques. Et je crois que, comme vous l'avez vu, toutes les régions étaient représentées fortement. Et je crois que nous sommes encouragés et avec une vision bien claire de la mission que chacun doit accomplir. Si les fidèles sont bien enseignés, ils vont bien travailler. Et s'ils travaillent, c'est que ça va faire du bien à tout le monde. Il y aura moins de
confusion et nous avons besoin de beaucoup de révélation et de lumière dans ce que nous faisons. Parce que c'est la révélation de la parole qui nous libère et qui nous guérit. Les fidèles ayant pris part à cette rencontre internationale tirent un bilan positif et se disent rassurés quant à l'apport des prières sur leur foi. Nous avons reçu une très grande bénédiction pour le pays. Les prières de révérend Bishop au concours et sur toute la nation nigérienne pour que la nation nigérienne prospère en paix, en richesse, en paix et avec toutes les bénédictions que Dieu peut donner en unité et aussi pour que chacun puisse contribuer au développement de son pays. À travers cette rencontre, les églises évangéliques veulent amener leurs fidèles à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Chose réussie au vu des différentes prières et louanges initiées. Suite de ce journal, l'Observatoire religieux pour la prévention et gestion de conflits de la région d'Agadez a organisé une conférence de presse donc sur le thème paix et tolérance. D'autres précisions dans ce compte-rendu de Ramédé Alassane. En effet, l'Observatoire religieux de la prévention et de la gestion des conflits d'Agadez, regroupant l'ensemble des confessions religieuses ayant cours dans la région, a organisé le week-end dernier à la MJC d'Agadez une conférence débat sur la paix et la tolérance. La cérémonie d'ouverture est présidée par le maire adjoint de la commune, aux côtés duquel le responsable du projet PDF2 d'Agadez. Suivons les principaux conférenciers pour plus de précisions. La conférence que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui avec l'appui de l'USAID PDF2 vise en cas à expliquer à la population et aux participants certains termes religieux qui sont exploités à d'autres fins, tels que le djihad. Le djihad, en réalité, c'est tout juste un effort, c'est l'effort fourni pour accomplir une tâche quelconque. Mais aujourd'hui, vous voyez comment c'est utilisé. Aujourd'hui, les cadres dans lesquels nous tenons cette conférence, c'est vraiment pour montrer à la face du monde qu'ici à Agadez, en fait, on n'a pas de problème. Nous sommes vraiment très solidaires avec nos amis musulmans. Et puis, chaque fois, vraiment, nous nous visitons et nous essayons de faire nos réunions ensemble sans problème. Ça fait vraiment plus de 5 ans qu'on est ensemble. On n'a pas eu de problème. Cadre de cette conférence, vraiment, c'est pour aussi montrer aux gens que, en fait, la religion en tant que telle même, ce n'est pas vraiment un moyen qu'on peut utiliser pour aller soit assouvir ses propres fins. Mais c'est dans le cadre vraiment divin. C'est pour préparer son propre salut auprès de Dieu, parce qu'il y aura un dernier jugement que Dieu va en tout cas arbitrer un jour, et ça pour toutes les religions. Par ailleurs, dans le même ordre d'idée, des séances de prêche et de sensibilisation auront lieu dans 5 quartiers de la commune d'Agadez. Ces activités, qui s'inscrivent dans le cadre de la résilience des populations face à l'extrémisme violent, sont exécutées avec l'appui financier de l'USAID à travers le projet PDF2. Nous sommes toujours à Agadez, où, en marge de l'Assemblée ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, les opérateurs économiques ont mis en place un bureau national des commerçants du Niger. Retrouvons la correspondance de Ramédé Alassane. En marge de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, de l'industrie et d'artisanat du Niger tenue à Agadez le week-end dernier, le syndicat national de commerçants du Niger a renouvelé son bureau. À l'ouverture de la séance, le secrétaire général du gouvernement d'Agadez s'est adressé à la plénière en ces termes. Vous savez bien que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadj Mohamedou Issoufou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, ont placé une place de choix
au commerce dans le programme de la Renaissance de la République du Niger. En témoignent les différents chantiers, à savoir la construction du port sec, la construction de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey, en vue de faciliter vos échanges commerciaux et le développement de l'économie nationale. Tout cela dit, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même pour que vos travaux soient couronnés de plein succès. Le consensus ayant prévalu, El Hadj Soumaïla Hatimou est élu président national du syndicat national de commerçants du Niger à l'unanimité de 77 voix. Sont élus dans les mêmes conditions au poste de vice-président M. Abdou Hassan, au poste de secrétaire général M. Yunus Maman Saleh et au poste de trésorier général M. Sadi Ibrahim. Dernier aspect de ce journal, les festivités entrant dans le cadre de la première édition du Festival international de théâtre de sensibilisation ont débuté ce matin au Centre national de référence pour jeunes de Bukoki, ici même à Niamey, placé sous le thème la santé reproductive et sexuelle chez les jeunes et adolescents. Le dit festival vise à atteindre le maximum de public. Al-Mokhtar Kaini. Voilà, nous avons apparemment quelques problèmes techniques avec ce téléma et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et puis rédactionnelle qui m'a aidé à vous le présenter. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de l'H24. Au revoir.